Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission sur le terrain de votre épargne. Cette fois-ci, on n'est pas en forêt, mais on est au cœur du marché de l'art. On va vous expliquer pourquoi certains épargnants investissent dans l'art, comment ils sélectionnent les artistes. Et tout ça, on va vous l'expliquer avec Arnaud Dubois, qui est le cofondateur de Matisse Club. Allez, c'est parti. Bonjour Arnaud, comment vas-tu ? Bonjour Jonathan, merci beaucoup, je vais très bien, merci de ton invitation. Donc, tu es le cofondateur de Matisse Club. Aujourd'hui, tu as décidé de nous donner rendez-vous ici. Pourquoi ? Alors d'abord à Paris, parce qu'on travaille à Paris et parce que nous sommes au centre de la création, en France bien sûr. Nous sommes en face du centre Pompidou, que j'affectionne particulièrement, et puis de la Fontaine Stravinsky, qui est un endroit absolument merveilleux, réalisé en 1983 par les époux Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal, deux artistes que nous suivons particulièrement chez Matisse.club. Donc Arnaud, ça fait 15 ans que tu travailles sur le marché de l'art. Qu'est-ce qui pousse les collectionneurs à investir sur le marché de l'art ? Alors, les collectionneurs achètent, revendent, amoncellent, accumulent et vendent des œuvres d'art pour trois raisons principales. Pour des raisons artistiques, c'est le plus évident, c'est ce qui nous vient le plus immédiatement en tête lorsqu'on pense œuvres d'art, collectionneurs et collections. On achète des œuvres d'art pour des raisons sociales aussi, on le dit un petit peu moins souvent, mais un tableau de Warhol ou de Picasso au-dessus d'une cheminée, ça fait bien. Et puis, les œuvres d'art sont aussi achetées et vendues pour des raisons financières. C'est dans ce cadre-là que Matisse s'inscrit. Et nous sommes spécialisés dans l'art blue chip, qui sont les artistes qui sont extrêmement reconnus par l'histoire de l'art, qui sont consacrés, dont les musées ont fait leur travail de prescription de la valeur artistique. On a affaire en somme aux plus grands artistes du XXe siècle. Dans une période au XXe siècle où il y a eu beaucoup d'artistes, pourquoi cette période, elle est très importante au niveau du marché de l'art ? En réalité, lorsqu'on segmente le marché par période, lorsqu'on le segmente par mouvement, par prix également, eh bien, on se rend compte que le XXe siècle a été extrêmement productif. Pour te donner un exemple, 94% des œuvres réalisées et qui sont échangées dans le marché de l'art mondial ont été réalisées à partir de 1874, qui sont les premiers mouvements impressionnistes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est là que nous avons le volume, et c'est également là que nous avons la valeur. Pour continuer, un artiste sur deux aujourd'hui est américain, une œuvre sur deux qui est vendue dans le monde a été réalisée après 1945. Donc ça poursuit son accélération pour rencontrer des artistes comme Andy Warhol qui ont réalisé jusqu'à 70 000 œuvres. Léonard de Vinci n'en avait réalisé qu'une vingtaine d'huiles sur toile. Qu'est-ce qui participe à la construction de la cote d'un artiste, Arnaud ? Alors, dans un monde idéal, la valeur financière reflète la valeur artistique d'un artiste. En somme, un artiste qui serait extrêmement représenté dans tous les plus grands musées du monde aurait une valeur financière plus importante qu'un artiste beaucoup moins représenté. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Tu nous emmènes dans tes bureaux pour nous expliquer tout ça ? Avec joie, on y va. Ça y est, on est super bien installé dans ce magnifique showroom. Merci Arnaud de nous y inviter. Bienvenue Jonathan dans nos bureaux. Je me permets de te présenter Alessandra Artro, directrice des partenariats chez Matisse. Bonjour. Bonjour Alessandra. On a un marché de l'art qui est hyper intéressant. Tu nous as expliqué comment la cote d'un artiste pouvait se construire. Mais il y a quand même une question à se poser. Est-ce que ce marché, il subit des crises et comment l'art réagit par rapport aux crises ? On a affaire à un marché d'abord qui n'est pas uniforme. Lorsqu'on parle du marché de l'art, c'est comme si on parlait des marchés financiers ou du marché de l'immobilier. Donc il faut être capable de le segmenter, ce marché. Lorsqu'on regarde le marché des red chip en opposition au blue chip, on a affaire à des marchés de jeunes artistes où effectivement les investisseurs vont prendre un risque avec un potentiel de gain plus élevé, mais avec un potentiel de perte considérable. À ce jour, ce marché est beaucoup plus volatile. Par contre, en période de crise, le marché du blue chip fait office de valeur refuge et a plutôt tendance à se renforcer avec une diminution malheureusement de la quantité d'offres disponibles, une augmentation mécanique des prix vers le haut qui est tirée par une augmentation de la demande. Les auditeurs, ils ont envie de se poser une question. Comment on fait pour passer à l'action ? Comment on peut mettre un peu d'art dans son patrimoine ? Donc effectivement, le marché de l'art a toujours nécessité du réseau, de l'expertise et des moyens financiers. Et a toujours été donc réservé aux collectionneurs. Et nous l'avons rendu accessible
à l'investissement en permettant aux épargnants de co-investir sur des œuvres emblématiques d'artistes iconiques du XXe siècle et donc d'acheter un petit bout d'histoire d'une certaine façon. Comment on fait pour bien acheter? C'est quoi la secret sauce de Matisse? Alors d'abord, tu as raison, il y a deux façons de gagner de l'argent dans ce marché. La première, évidemment, c'est d'acheter des œuvres et de spéculer sur l'augmentation future du marché. Une autre façon d'investir, qui est certainement la plus pertinente et la plus rassurante pour nos clients investisseurs, c'est de battre le marché à l'acquisition. Et dans ce cas-là, on vient se concentrer sur des artistes fondamentaux du XXe siècle, qui ont marqué l'histoire de l'art, on l'a déjà dit, mais sur lesquels il y a une très grande production, une très grande reconnaissance historique, artistique, avec des volumes d'échanges qui sont conséquents. À titre d'exemple, un artiste comme Picasso a réalisé plus de 150 000 œuvres, un artiste comme Andy Warhol a réalisé plus de 70 000 œuvres. Donc on a affaire à des artistes qui sont adoubés par les institutions culturelles, par les musées, on les retrouvera dans tous les plus grands musées du monde, mais qui sont aussi présents chez les plus grands collectionneurs et défendus par les plus grands marchands du monde. Et bien à partir de là, on vient s'intéresser à ces artistes-là et les acheter dans les meilleures conditions possibles. Merci pour nous avoir un peu dévoilé cette secret sauce. On a acheté, maintenant comment on fait pour vendre? Le marché de l'art évolue sur un échiquier international. Lorsque on ouvrira une société projet qui permettra à nos clients investisseurs de co-investir ensemble sur une œuvre de Picasso, eh bien l'œuvre de Picasso va venir rencontrer le clou d'un mur chez un galeriste qui lui le présentera à ses clients collectionneurs. Cette œuvre achetée peut-être à Paris sera probablement revendue à New York ou à Hong Kong. Merci Arnaud, on a compris comment on pouvait vendre. Alessandra, tout à l'heure, tu nous as expliqué comment on pouvait toucher cette classe d'actifs. Pourquoi ça peut être pertinent d'avoir un peu d'art dans son patrimoine? Alors déjà, il faut savoir que l'art représente plus de 5% du patrimoine des plus grandes fortunes mondiales. 5%? Oui. Donc ça a du sens dans un patrimoine global. Puisqu'en plus de donner du sens à son investissement, d'acheter un petit bout d'histoire, de contribuer au patrimoine artistique, culturel mondial, en fait, c'est un investissement qui a un très bon équilibre risque-performance, puisque l'objectif, comme l'a dit Arnaud, c'est précisément d'aller générer de la performance, de battre le marché à l'acquisition sur des valeurs refuges, ou en tout cas établies depuis au moins 40 ans. Eh bien, merci beaucoup à vous deux. On vous dit à bientôt. Peut-être rendez-vous dans une salle des ventes. C'était un plaisir de vous accueillir sur cette nouvelle émission sur le terrain de votre épargne. À très bientôt. Merci Jonathan. Vous l'avez compris, l'art, c'est pas que un objet de contemplation, ça peut être aussi du placement diversifié au sein de votre épargne. On a compris que l'art, c'était un côté culturel, un côté historique, pouvoir toucher ce coup de pinceau au sein de votre patrimoine. Comme toujours, n'oubliez pas que votre épargne est réelle, elle est concrète, elle est autour de vous. On vous dit à très bientôt.